87% des RH sont des femmes. Et pourtant, c'est des sujets, la maternité en entreprise, qui ne sont pas encore suffisamment mis sur le devant de la scène. Je rêve d'avoir une entreprise qui, dans sa politique de recrutement, affiche concrètement vous êtes enceinte, c'est pas un problème pour nous. C'est des questions qui sont même pas censées sortir en entretien et qui continuent de sortir en fait en entretien. Il y a vraiment cette importance aussi de définir un profil, définir une scorecard des compétences attendues. Pourquoi on va se passer de ce talent en fait? Je vois pas c'est quoi le problème. Alors c'est pas toujours facile, encore une fois, c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on enregistre un épisode qui est un peu spécial puisqu'on est au Festival RH, le premier festival RH organisé par Maud Grenier et une équipe de bénévoles hyper motivés. Et notamment Alexandra, que je reçois aujourd'hui, qui a participé à l'organisation du Festival RH. Alexandra, elle se définit sur LinkedIn comme la Head of People qui booste les RH. Ça montre comment elle est dévouée pour la fonction RH et son amour pour cette fonction. Ensemble, on s'attaque à un sujet encore trop peu médiatisé, la maternité et le projet professionnel. Comment aborder sereinement son projet de maternité en entreprise? Comment repenser l'accompagnement des futures mères, du recrutement au plan de développement? Métier, mère au boulot, on en parle tout de suite avec Alexandra. Bonne écoute. Bienvenue Alexandra. Merci Je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup. Première expérience pour toi, premier podcast. Yes. Et aussi premier festival RH. Oui. Premier festival que tu as organisé avec une super équipe autour de Maud. Complètement. On est ravis de pouvoir enregistrer en live aujourd'hui. Alexandra, on commence toujours nos épisodes dans Les Pieds sur le Bureau par un petit rituel, qui est le CV en moins d'une minute, pour présenter nos invités. Je te propose qu'on lance le chrono et que tu puisses te présenter. Ok. Moi, j'ai atterri dans l'univers des RH depuis plus de 10 ans maintenant, puisque j'ai commencé à travailler au sein d'Inditex. Donc, c'est plus parlant si je dis Zara en règle générale. Et en fait, j'ai évolué très vite en interne. Donc, si tu veux, j'ai arrêté mes études qui étaient destinées à faire du commerce international en parallèle. Et ma ligne conductrice depuis le départ, c'est vraiment l'humain. Donc voilà, j'ai évolué en interne, j'ai eu un premier enfant et je suis devenue rapidement maman d'un second enfant. Donc la question s'est posée de savoir est-ce que je continuais ou pas dans la voie dans laquelle j'étais, puisque c'était un groupe international et que j'étais constamment tiraillée entre ma responsabilité de manager et ma responsabilité de maman. Et du coup, j'ai fait le choix de faire une pause parentale. Donc qui m'a conduit à une reprise d'études pour pouvoir vraiment avoir le fameux diplôme, le Saint Graal, donc bachelor et master avec les félicitations du jury. Donc c'était vraiment une grosse implication, mais quand même une belle fierté d'avoir réussi ce challenge. Et du coup, je suis dans le monde des RH depuis plus de 10 ans et j'ai eu la casquette de directrice de boutique avec, si tu veux, une casquette de RH de proximité sur différentes boutiques de la région PACA. Et ensuite, dans ma reprise d'études, j'ai fait le choix de l'alternance pour pouvoir remettre un pied à l'étrier après ma pause parentale qui était du coup relativement longue. Et du coup, j'ai eu un poste de HRBP et ensuite de responsable recrutement et projet RH. Et j'ai connu du coup les 3 univers, groupe international, PME et start-up. Donc c'est assez riche. Trop bien. Hyper riche, un peu plus d'une minute, mais ça nous a permis de clairement comprendre un peu tout ton parcours et ton amour, j'ai envie de dire aussi, pour la fonction RH. Ouais. C'est un sujet, on l'a dit, qui est la maternité et le projet professionnel, c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup traité. On communique assez peu dessus, c'est souvent un peu tabou en entreprise aussi. Aujourd'hui, on a envie d'en parler, dire les choses clairement. J'ai envie de commencer par une question. Pourquoi c'est un sujet qui te tient à cœur? Pourquoi tu as envie de parler de ça aujourd'hui? Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que déjà, je suis une femme, que je suis en plus de surcroît une RH et c'est surtout que c'est une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps en plus, donc c'est assez récent. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est un sujet qui est trop important pour qu'on continue de taire, si tu veux, cette problématique-là qui est non seulement pour moi une problématique d'entreprise, mais aussi une problématique de société. Parce que du coup, on le sait tous que ça se passe. Et finalement, on a tous une responsabilité sur ce sujet-là. Donc voilà, de dire tout haut finalement ce que beaucoup de monde sait tout bas et de bouger les lignes, de faire changer les choses. Concrètement, si on le dit tout haut, c'est quoi? C'est quoi ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on parle évidemment de comment aborder son projet de maternité en entreprise, comment y penser, mais il y a aussi effectivement des choses qui peuvent être
plus compliqué aussi côté salarié mère. Qu'est-ce que toi, tu as vécu particulièrement? Eh ben, j'ai avorté. Donc c'était un choix cornélien, très très difficile. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai été au bout du bout de la limite légale d'avortement. Donc ça a été vraiment jusqu'au dernier moment la question de savoir qu'est-ce que je fais pour finalement du coup passer le pas. Je pense qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui, que ce soit homme ou femme, mais en l'occurrence pour ce sujet-là, en tant que femme, de se dire je ne suis pas alignée avec mon choix. Mon cœur me dit une chose, ma raison m'en dit une autre. Et du coup de passer le pas pour les mauvaises raisons. Donc voilà, donc ça m'est arrivé et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que tout comme d'autres sujets RH qui sont liés en plus à la diversité et à l'inclusion, puisque concrètement on est sur le sujet de l'inclusion à mon sens, il faut combattre voilà, tout ce qui se sait, tout ce qui se fait, quand bien même en plus c'est de la discrimination à l'embauche en l'occurrence. Mais voilà, donc... En fait, on en arrive à ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, il y a comme dans beaucoup de recrutements, il y a des biais. Il y a des biais, complètement. Justement, on parle de diversité et inclusion. Il y a des biais qui sont évidents ou qu'on médiatise un peu plus. Mais en tout cas, il y a ce biais qui est conscient ou inconscient dans le recrutement des femmes de 25 à 35 ans. Où on se dit toujours, voilà, c'est potentielle mère. Est-ce que ça va avoir un impact sur cette fonction? Il y a vraiment ça, on le sent en fait. C'est quelque chose qui est un peu mais qui est vraiment... qu'on ressent en tant que candidate ou Ouais, on le ressent parce que... et j'ai envie de dire même en tant que RH, je suis sûre que tout RH, homme ou femme, a déjà vécu cette expérience-là. Sauf que peut-être ils ne le savaient pas non plus parce que les candidates, en tout cas en entretien, osent rarement, je pense, en parler. Je connais peu de candidates à qui ça arrivait, qui ont osé, en toute transparence, dire bah voilà, je suis enceinte. Donc voilà, donc oui, effectivement, il y a les biais à l'embauche. Et après, quand bien même tu es en entreprise, la question de savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas, est-ce que ça va pas me freiner dans ma carrière professionnelle, est-ce que je vais avoir les mêmes opportunités, est-ce que je vais pouvoir évoluer. Et finalement, ça soulève un vrai problème. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent on est en faveur de la diversité, de l'inclusion, on a des politiques RH en ce sens. Et puis finalement, quand tu arrives dans le concret, évidemment, il n'y a aucune entreprise, aucun RH qui va dire j'ai discriminé à l'embauche à une personne qui était enceinte. Ouais. Parce qu'on sait les retombées derrière, que ça soit autant sur la marque employeur que l'aspect juridique. Donc voilà. Ça m'évoque un épisode qu'on a enregistré avec Malika Hachmaoui qui me faisait cette confession, j'ai discriminé, mais je me soigne. Ou en tout cas, je ne pensais pas discriminer en recrutant, mais je l'ai fait. Et il y a ce biais totalement inconscient, parfois dans la discrimination. Alors ça peut, on l'évoquait avec Malika, ça peut être un biais de moment, préférer mettre en avant plutôt un candidat qu'on a vu en dernier, mettre en avant un candidat qui a fait la même école que nous, mettre en avant plein de choses. Il y a énormément de biais. Mais celui-là, il est moins visible, ou en tout cas on en parle moins, parce que aussi parfois il est tu aussi en entretien. Quoi. Ah oui. Évidemment, on ne sait pas comment amener le sujet. C'est ça. Néanmoins, c'est des choses qui sont... on ne peut pas dissocier son projet de vie et son projet professionnel, c'est difficile. C'est ça, c'est quand même corrélé. On dit qu'il faut savoir scinder ce qui se passe au travail et ce qui se passe dans sa vie. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je pense. Quand on parle d'équilibre vie pro-vie perso, ça me fait penser à ça, mais tout est en lien. Donc, on reste des humains, les relations humaines et les rapports humains. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très délicat, très subtil. Donc, voilà, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Et voilà, je pense que les RH, ou que ce soit les RH ou les entreprises, les employeurs, à juste titre se posent la question quand tu as 25, 30, 35 ans, de savoir si la candidate qu'ils ont en face d'eux, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont le projet bébé. Et tu vois, c'est des questions qui sont même pas censées sortir en entretien et qui continuent de sortir en fait en entretien. Est-ce que vous avez des projets de famille? Est-ce que vous avez des enfants? Ou alors c'est tourné de façon moins directe, tu vois.
Et du coup, je trouve que c'est presque sournois parce que finalement, on parle de transparence, mais elle est où la transparence quand tu as ce type de questions? Donc voilà, par rapport à ta question. C'est un sujet qui est difficile. C'est effectivement encore assez tabou, donc difficile aussi d'en parler, de prendre la parole sur ce point-là. Un point qui m'a interrogé en préparant cet épisode, c'est que je lisais notamment un article de Swell qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il y a une population RH qui est très féminine. 87% des RH sont des femmes. Et pourtant, c'est des sujets, la maternité en entreprise, qui ne sont pas encore suffisamment mis sur le devant de la scène. C'est lié à quoi, à ton avis? Bonne question. Tu me prends un peu au dépourvu. Est-ce que c'est aussi... l'article montrait aussi qu'au final, il y a 87% de femmes, mais dès qu'on est sur des postes de direction RH, potentiellement dans des plus gros groupes, là, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus de femmes, c'est plutôt de 75% d'hommes. Ouais. Est-ce que c'est lié à ça aussi? Après, on le sait, hein, que les gros postes de direction, voilà, ils sont souvent pourvus par la gente masculine. Alors après, ça c'est pareil, c'est un sujet, on le dit pas forcément. C'est pas mis très clairement en avant, mais je pense que le fait que la charge repose beaucoup sur les femmes encore aujourd'hui, d'aller s'occuper des enfants, d'aller les récupérer. Il y a vraiment cette pression sociale qui est encore assez lourde, je trouve, même pour les nouvelles générations. Alors la seule différence, c'est qu'ils ont bien compris que leur priorité, c'était leur équilibre vie pro-vie perso avec leur vie de famille, contrairement à d'autres générations plus anciennes qui n'osaient pas. Donc c'est là-dessus que les générations se différencient, et c'est tant mieux, parce que c'est ça qui va faire bouger les lignes. Mais voilà, et tu vois, ça me permet de rebondir sur une étude. Alors, comme on se disait un peu en off, c'est assez long. C'est la direction à la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, donc l'actrice, qui a publié une étude sur les recours à l'IVG en 2022. Et tu vois, j'ai regardé ça avant l'épisode parce que je me suis dit... il faut que ça puisse parler aux gens en termes de chiffres, tu vois. Donc tu as donné le chiffre de Swile. Moi je t'en donne un autre, c'est le taux de recours à l'IVG qui atteint 28,6% donc en 2022 pour les femmes de 20 à 29 ans. Donc c'est quand même hyper parlant parce que c'est clairement la période où tu commences à te poser la question bébé ou pas. Donc voilà, et il faut combattre. C'est presque 30%, mais c'est 30% de trop en fait. Donc c'est jamais un choix facile, et encore une fois, c'est pas la question de se dire l'IVG on est pour ou contre, c'est de se dire est-ce que c'est fait pour les bonnes raisons surtout, et est-ce qu'on est pleinement aligné avec ça. Ouais, et surtout comment nos sociétés et la société peut évoluer pour permettre que effectivement aujourd'hui une femme dans ces âges-là puisse envisager sereinement un projet maternité et son projet professionnel. C'est ça. Pour moi, il y a une vraie responsabilité de la part de l'entreprise, de la part des employeurs et des RH. Comme je dis toujours, moi je suis RH, j'ai un impact sur les salariés, sur la vie d'entreprise, sur le business. Par contre, en fait, mon rôle aussi, c'est d'impacter la société et d'impacter de façon positive la société. Donc, en fin de compte, c'est pas ricochet, mais sauf que ça commence par nous. Et si on veut vraiment faire bouger les lignes et voir les choses changer dans le bon sens, sur cet système-là en l'occurrence, il faut prendre en main en entreprise cette problématique de la parentalité au sens large, du questionnement du recrutement à l'embauche, du recrutement et de l'embauche des femmes enceintes, et de leur laisser la place en fait. Tu vois, moi je rêve d'avoir une entreprise qui, dans sa politique de recrutement, affiche concrètement vous êtes enceinte, c'est pas un problème pour nous, quoi. Tu vois, dans les grandes lignes. Parce qu'il y a des entreprises avec des très belles politiques de parentalité qui commencent à émerger, et tant mieux, et merci à elles. Mais tu vois, concrètement, il y a peu d'entreprises qui affichent ok, nous aujourd'hui on a recruté une personne qui était enceinte. Alors tu vois, tu avais accueilli Christelle de Benemono, et je sais, tu vois, qu'elle a eu cette chance-là en fait d'être recrutée en étant enceinte. Mais c'est sur une population de 1000 ou 10 000 femmes, tu vois, le pourcentage il est hyper faible en fait. On va revenir peut-être sur un élément notamment que tu as évoqué, Christelle, qui a publié récemment un post LinkedIn aussi sur l'accompagnement des femmes dans leur parcours PMA. Il y a plein de sujets en fait. Il y a l'accompagnement d'un projet bébé, d'un projet de grossesse, d'un projet de maternité. Il y a l'accompagnement et ça peut se faire de différentes manières. Bien effectivement, il y a des femmes ou des couples
qui aussi ont des parcours pour accéder à la maternité ou à la parentalité qui sont plus compliqués. Et je lui posais la question concrètement, suite à son poste, c'est quoi le rôle des RH là-dedans ? Et elle me répondait, c'est un peu casser le tabou, arriver à communiquer. Et puis après, il y a un rôle aussi de tous les salariés, d'être un peu les alliés aussi des RH, pour arriver à ce que ça soit un sujet qui est plus global. Enfin voilà, on a besoin de l'intelligence collective aussi pour arriver à briser ce sujet. Peut-être on parlait un petit peu des entreprises qui affichent le fait qu'ils sont favorables à la parentalité ou qu'ils accueillent plus facilement les projets de parentalité. Il y a notamment un job board qui s'appelle Parent on Board. Est-ce que ça passe par ça, vraiment d'arriver à afficher, d'arriver à mettre en avant des entreprises qui sont favorables ou non, et on pense que le fait qu'il y en ait de plus en plus va faire que ça va devenir la norme? Alors, j'ai pas une réponse définie sur ta question. Après, oui, effectivement, c'est déjà un bon moyen d'afficher le fait qu'on a des politiques en faveur de la parentalité, de l'équilibre vie pro, vie perso, et voilà, qu'on se démarque là-dessus. Après, je pense que ça reste quand même quelque chose qui doit émaner de la direction. Et ça doit vraiment être affiché dans les valeurs, dans la culture d'entreprise, de façon vraiment très marquée. Il n'y a rien de mieux pour diffuser auprès des équipes RH et des RH auprès des managers et des managers auprès des collaborateurs, selon moi. Donc, les RH à ce niveau-là, leur rôle, ça va être vraiment de sensibiliser, de communiquer en toute transparence, en fait, de faire ce sujet que ce soit un non-sujet en entreprise. Et tu vois, ça va être à tous les niveaux. Ça peut être auprès de la direction comme auprès des managers ou en direct avec les collaborateurs. Mais donc voilà, donc ça va passer par ce genre de job boards, Parent on Board, qui met en avant justement le Parental Challenge. Et il y en a un second dont j'ai oublié le nom, mais tu mets en avant en fait, soit par tes propres moyens avec la marque employeur, donc dans tes communications d'entreprise, dans tes communications de salariés même, en fait, hein, on le sait, aujourd'hui ça a plus de poids que, et Charlène du coup en parle mieux que moi, mais ça a beaucoup plus d'impact finalement sur les candidats que même la communication de l'entreprise à proprement parler. Mais les RH, ils ont un rôle crucial. Alors, on n'est pas là pour être assistante sociale, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu les détracteurs. Oui, mais on n'est pas là pour être assistante sociale. Non, on n'est pas là pour être assistante sociale. Pour autant, on fait du social. Faut pas se voiler la face. On est avec de l'humain, ce qu'on disait au début de l'épisode. Donc, il faut savoir accompagner et être ouvert. Un parcours PERMA, c'est un parcours qui est compliqué déjà pour la personne qu'on est en tant que telle. Encore plus qu'on est salarié, parce qu'on ne sent peut-être pas toujours la possibilité et l'ouverture, le champ d'action, voilà, la confiance qu'on peut avoir avec nos RH, ou nos N+1, en tout cas si ce n'est pas le RH au départ avec qui on est en contact. Et voilà, de mettre un environnement safe, comme on dit, pour laisser la place à la discussion, à l'échange. Et voilà. Il y a un autre exemple que je voulais prendre sur ce podcast. C'est Camille Goni qui avait fait un post un peu sur ce sujet-là, sur justement quand et comment aborder le fait qu'on est enceinte lors d'un process de recrutement, parce que je pense que c'est important aussi, évidemment, on le dit, il faut qu'on arrive à changer cette pensée que on peut pas recruter des personnes enceintes, etc. C'est hyper important. Mais du coup, il y a aussi ces conseils qui sont précieux, de pouvoir dire ok, voilà, selon moi, quand est-ce que c'est le bon moment d'en parler. Et ce que disait Camille, c'est un peu de se dire, si on prend un process de recrutement en plusieurs étapes, avec notamment une étape qui est plus validation technique, c'est potentiellement de le faire à ce moment-là, quand on est déjà suffisamment avancé dans le process, et potentiellement avoir cette discussion transparente avec l'employeur à ce moment-là. Alors, c'est une question que je me suis posée, effectivement, puisque j'ai été dans ce rôle-là de candidate enceinte. Et du coup, moi, j'ai ressenti une vraie dualité, en fait, entre le fait que je voulais être transparente, parce que je pars du principe que ça se passe dès le départ, en fait, la relation de transparence, de confiance, qu'elle s'établit en amont, bien en amont de l'intégration, quand bien même ça va jusqu'au bout. Et puis, finalement, tu te heurtes vite à la réalité de te dire, OK, mais je suis mise sur le bas-côté. C'est pas dit clairement, et est-ce que je continue à être transparente, ou est-ce que je le dis pas, et puis finalement tu arrives en entreprise, si t'es retenu, tu arrives en entreprise,
Période d'essai, tu l'annonces parce qu'à un moment donné, il faut bien le dire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le cercle vicieux et le serpent qui se mord la queue, forcément, tu vas passer pour la nana qui n'a rien dit. Oui, mais vous nous en avez pas parlé. On nous a trahis. Encore une qui profite du système. Parce que du coup, tu peux pas mettre fin à sa période d'essai. En tout cas, il faut trouver une raison factuelle, tu vois. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai ressenti une vraie dualité là-dessus sur, ok, on le dit ou on le dit pas. Donc, tu vois, il y a des entretiens que j'ai passés et où j'ai joué la carte de, ok, je vais voir comment ça se passe. Parce que j'ai été loin dans des process de recrutement. Et finalement, tu sais, intérieurement, tu sens aussi peut-être que ça va se retourner contre toi finalement, que ça va te jouer des tours et tu en arrives à ne pas le dire. Pareil, est-ce qu'on va pas te prendre en pitié finalement et se dire oh oui mais la pauvre elle va se retrouver sans rien, parce que tu as aussi parfois, alors c'est très rare je pense, mais ce côté de se dire oui mais si on l'embauche pas nous, qui va l'embaucher? Et je veux être, je pense que tout bon candidat, toute bonne candidate veut être recrutée pour les bonnes raisons et pas parce que elle est enceinte et que potentiellement on la prend en pitié. Enfin, je grossis le trait, mais je pense que tu comprends ce que je dis. Je vois tout à fait. Et c'est vrai que on en vient à cette question. On recrute pour les bonnes raisons. Je pense que tu l'as dit, c'est hyper important. Et que ce soit dans l'épisode que j'ai fait avec Malika sur comment gérer les biais, ou là les tables rondes qu'on va entendre aujourd'hui sur comment limiter les biais dans le recrutement, il y a vraiment cette importance aussi de définir un profil, définir une scorecard des compétences attendues. Et à partir du moment où on est sur l'évaluation de ses compétences et non une personne, on arrive à une évaluation qui est objective, factuelle, et qui du coup est soulagée de cette question-là, quoi. Oui, mais là encore, tu vois, je suis pas du tout convaincue parce qu'effectivement, on est censé tu passes un entretien, l'entretien est structuré, tu as des données factuelles comme tu le dis très justement. Mais même dans ce cas de figure-là, je suis même pas sûre que la personne, la candidate, soit retenue. Parce que quid de l'organisation derrière, il va falloir la remplacer, il va falloir aménager, faire le nécessaire en anticipation. Et ça, toutes les organisations sont pas prêtes à le faire, malheureusement. Alors que finalement, c'est encore une fois, alors je vais dire juste de l'organisation, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est faisable. S'il y a des entreprises qui le font, c'est que c'est réalisable. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ce sacrifice-là entre guillemets ou pas? C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment faire partie de la culture d'entreprise. Tu vois, je pense à Shodo, qui a une très belle politique de parentalité. Et tu sens que ça émane vraiment de Jonathan, par exemple, qui est accompagné par Laurie aussi sur ces sujets-là de parentalité et de faire porter la voix des femmes. Mais il faut que ça soit qu'on baigne dedans, en fait. Il faut que ça soit dans l'ADN de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, à mon sens, pour que vraiment ça puisse s'ancrer en entreprise et voilà, et que encore une fois je connais aucune entreprise aujourd'hui, tu vois, et ça c'est un truc qui me plairait vraiment si demain je suis dans une entreprise ouverte où je peux faire bouger les lignes. Ok, on fait une politique RH et on le met directement sur le sujet recrutement. Moi je veux recruter des femmes enceintes si elles cochent toutes les cases, si sur les compétences, sur du factuel, mais pourquoi on va se passer de ce talent, en fait? Je vois pas c'est quoi le problème. Alors c'est pas toujours facile, encore une fois, c'est de l'organisation, c'est de l'anticipation, mais je pense qu'aujourd'hui on a assez vécu avec le Covid l'agilité pour qu'on en tire tu vois, des leçons, en fait. Oui. Donc il y a des clés qui sont quand même dans la définition objective des compétences attendues sur un poste, l'évaluation objective aussi de ces compétences. C'est ça. Ça passe par ça, arriver à former les managers recruteurs aussi, à évaluer objectivement les candidats. Des candidats et des candidates. Et puis, tu l'as dit, il y a un rôle important dans l'équipe fondatrice, arriver aussi à créer cette notion d'exemplarité. Avec potentiellement, que ce soit un fondateur ou une fondatrice, d'accorder du temps aussi à sa parentalité. Et je pense que Jonathan en est un bon exemple. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus aussi de toi, la position que tu prends aujourd'hui de plus en plus. Tu essaies de prendre la parole sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, pour faire entendre aussi un peu ta voix et tes convictions RH. Pourquoi c'est important pour toi ?
Parce que justement, comme tu le dis, je veux faire bouger les lignes. Vraiment, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer Maud et Thomas, notamment en faisant partie de la vague RH, un challenge que Maud avait lancé. Et tu vois, ils m'ont aidé à définir mon why en tant que professionnel RH. Et finalement, ça a été une évidence que c'était le même que pour ma vie perso, à savoir d'impacter positivement mon environnement. Donc environnement au sens large, hein, les personnes qui sont directement tu vois, proches de moi. Et finalement, c'est cette image négative de la fonction RH qu'on se fait que j'ai vraiment envie de casser, en fait, parce que c'est une fonction, une belle fonction qui est très riche. Et on n'est pas juste là pour sanctionner, pour licencier les gens. En fait, ça va bien au-delà de ça, et heureusement. Alors c'est des missions qui nous incombent, mais voilà, il y a tellement d'autres choses en fait autour. Et pour moi, de porter la fonction RH sur LinkedIn et de prendre la voix, prendre la parole pour justement casser tous ces préjugés. Et tu vois, c'est là où je rejoins Maud, c'est de vouloir faire bouger les lignes en fait, et de montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et qu'on n'est pas la bête noire, tu vois, qu'on peut se faire des RH, quoi. J'ai envie de reprendre un peu une question que Maud posait en introduction du festival. C'est quoi, toi, la RH de tes rêves ? La RH de mes rêves. C'est une RH engagée qui prend la parole ? Oui, complètement. Il faut prendre la parole. Il faut oser. Alors, je sais qu'il y a parfois cette... qu'on est embêté parce qu'il faut que voilà, la direction... on a toujours peur que ça soit mal pris. Est-ce qu'on peut dire ça, ou est-ce que c'est trop, trouver le juste milieu, mais en réalité, normalement, la question ne doit même pas se poser, parce que si on est aligné pleinement avec son entreprise et les valeurs, je pense aujourd'hui que ça coule de source. Et que je pense que c'est, tu vois, le marketing RH, concrètement, pour moi, c'est la fonction RH de demain. Il faut s'y mettre. Et je vois pas le mal, en fait, pour moi. Donc... Important de prendre la parole, d'essayer de montrer aussi l'exemple dans ces entreprises pour que ça entraîne une vague positive sur ce sujet-là. En tout cas, on arrive au terme de l'épisode. J'ai une dernière question aussi pour toi, qui est la deuxième tradition du podcast Les Pieds sur le Bureau, mais qui est le passage de témoin, la cooptation. Yes. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre dans le podcast ? Yes. Bon, après, pour l'anecdote, on échange un petit peu en off, et c'est vrai que c'était un peu chou blanc, parce que vraiment, toutes les personnes, tu vois, qui m'inspirent, tu les as toutes eues, en fait. Et là, en discutant avec toi, en échangeant, tu vois, j'ai pensé à Laurie Maurice, qui fait partie aussi de l'équipe Shodo. Et ouais, ça me plairait bien de l'avoir avec un nouvel épisode avec toi. Voilà. Trop bien, parfait. Merci beaucoup. En tout cas, Alexandra, ce sera un plaisir d'échanger avec Laurie. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode des Pieds sur le Bureau. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci, Alexandra. Merci encore.